Je suis accompagné d'un homme que je ne connais pas très bien, mais qui connaît, lui, le musée où nous sommes. Il commente quelques œuvres seulement, parmi la multitude, car nous visitons l'exposition au pas de charge en attendant le début du spectacle. Il me semble que le musée n'est pas ouvert, ou en tout cas pas dans des conditions normales, à cause de la situation que l'on sait. Le parcours s'échelonne sur les murs d'un très long et très haut colimaçon. Nous gravissons un plan incliné, enroulé sur lui-même, un peu comme au Quai Branly, mais en beaucoup plus serré, plutôt comme dans l'escalier du métro, à la station Abbesse, presque interminable. L'accrochage est scrupuleusement chronologique, de bas en haut. À mesure que nous montons, et les murs sont rouges, nous croisons quelquefois un palier, un couloir, un débouché. Ce sont les seules occasions où j'aperçois des gens, qui ne sont cependant pas des visiteurs. Ils sont assis autour de tables sur des chaises tubulaires en aluminium. Le principe de l'exposition consiste à montrer le plus possible d'œuvres en hommage à, ou se moquant gentiment d'eux, comme les pièces contemporaines du musée Ingres à Montauban, détournant les tartes à la crème les plus rebattues du maître. Mais la référence commune de ces choses exposées dans mon rêve m'échappe. Arrivé presque en haut de la tour, c'est-à-dire à la fin de la chronologie, une affiche de film est encadrée. Mon guide me demande si je l'ai vu à sa sortie. Je lui réponds qu'il n'était pas de mon âge. De retour dans la salle où le spectacle doit avoir lieu, vaste et nue, sorte de gymnase très lumineux, la scène est plutôt un genre de tapis, comme pour la gymnastique ou pour les arts martiaux. Les spectateurs sont assis autour, sur les mêmes chaises en alu que tout à l'heure. J'attends, avec J.E., que ça commence. Nous avons bien conscience que la prestation ne sera pas ce qu'elle aurait dû être à cause des circonstances. Il n'a pas pu les préparer dans de bonnes conditions, dis-je, mais je ne me souviens pas qui était ce « il » et c'est « les ». Puis je fais une comparaison avec mes ateliers d'écriture où mon but n'est pas de préparer les gens à produire un chef-d'œuvre, mais de leur donner envie et confiance. Je l'ai écrit mot pour mot dans un message hier à quelqu'un. On s'impatiente. Une femme du public s'avance et demande si elle peut faire des trucs sur la scène en attendant. Le commentateur, en voix off, accepte. Elle enchaîne alors des figures sur le tapis, genre hip-hop. Je dis à J.E. pour rire. Elle s'occupe. Mais en vrai, je suis impressionné. Puis c'est au tour d'un garçon que je connais d'occuper cet espace. Il s'étend sur le dos. Pour moi, ce garçon n'est pas seulement lui-même. Il est surtout le mec d'eux, ainsi que les œuvres du musée sélectionnées pour leur référence à une autre œuvre. Je le trouve très charmant dans la vraie vie. Deux filles le rejoignent pour exécuter une figure. Elles se placent sur lui de façon à créer un déséquilibre et le garçon glisse sur le dos sans effort, mu par l'attraction provoquée par les poses complexes des deux autres. Le mouvement s'accélère, le trio s'échappe à travers le public très loin sans décrire aucun mouvement, comme un bateau lors de sa mise à l'eau qui glisse à toute vitesse entraîné par son inertie. Lorsqu'ils reviennent sur la scène, c'est-à-dire sur le tapis, il reste seul, un petit moment, étendu sur le dos. Son torse est désormais nu. J'observe les poils sur sa poitrine et sur son ventre, qui sont, sans surprise, exactement comme je les imaginais, extrapolant à partir des quelques-uns qui dépassent habituellement de son col. Le commentateur, toujours en off, ironise. Maintenant, on saura comment défaire une chemise d'homme. Je trouve sa remarque un peu nulle. Moi, je le savais déjà.